Yedidim Shalom, nous vivons dans un temps qui attache une grande importance à l'enseignement de l'histoire. Ce Shabbat Zachor, on nous demande de nous souvenir, de ne pas oublier ce qui fut, ce Amalek. Il nous semble en effet que l'histoire est une discipline indispensable à la formation des citoyens dans l'État. Les historiens nous rappellent toute l'importance du devoir de mémoire à l'égard de ce passé barbare que nous avons traversé. Garder mémoire en n'oubliant pas le passé, c'est demeurer vigilant et être capable de déceler ce qui, dans notre temps, risquerait de s'avérer une répétition sinistre du passé. Il paraît donc important, mes amis, de donner à l'enseignement de l'histoire une place de premier plan afin que les générations à venir ne demeurent pas aveugles au présent. L'enseignement de l'histoire tend en effet à montrer que le présent n'existe que parce qu'il a été fait par un passé. Pourtant, ce consensus autour de la valeur de l'histoire ne suffit pas à évacuer des doutes et des critiques. Vouer un culte au passé, surenchérir sans cesse sur la mémoire, c'est aussi risquer d'alourdir le présent d'un poids écrasant et irrévocable. Dans la conscience des peuples, il est aussi vital que l'on soit capable de laisser le passé là où il est pour créer un monde nouveau en donnant au présent toutes ses chances, sans une sempiternelle référence au passé. Pour créer, il faut pouvoir oublier ce qui doit l'être. Or, la propension à l'historicisme tend au contraire à déprécier toute initiative qui viendrait à lester le présent de toutes les comparaisons. L'histoire fait de nous des tares venus, des avortons malhabiles d'un passé toujours plus glorieux que notre présent médiocre et vide. Quelle utilité peut-on reconnaître à l'histoire, me diriez-vous ? Les premiers historiens grecs enseignaient déjà que la tâche de l'historien est de construire une mémoire inaltérable afin de contrer les méfaits du temps et l'usure de l'oubli. Mais ils pensaient surtout qu'un peuple doit conserver l'héritage de ce que le passé lui a légué de plus glorieux, de plus inspirant pour les générations à venir. L'histoire est apologétique, elle est écrite pour que soit offerte à la vénération des hommes une grandeur qu'ils puissent admirer. Les historiens contemporains modifient cette perspective car il y a non seulement mémoire de ce qui est mémorable, mais surtout devoir de mémoire à l'égard de ce qui est loin d'être glorieux. La nuance est subtile, Yedidim. Si, à la limite, la mémoire maintient seulement ce qui a été, elle ne dicte pas d'impératif, elle n'en contient pas. Cependant, les hommes qui se tournent vers la mémoire ne peuvent le faire sans y introduire un jugement moral, donc sans y situer un devoir-être. Il faut noter qu'en français, le mot devoir vient du verbe latin debere, de debeo qui implique la dette. Oui, à l'égard du passé, nous avons une dette, au sens d'un travail à faire comme le devoir de l'écolier qui est à remettre. Par le seul fait qu'ils en ont survécu. Les survivants de Buchenwald et d'Auschwitz ont un devoir à l'égard de ceux qui sont morts dans des conditions effroyables. De même, nous avons une dette à l'égard de ceux qui ont connu l'abomination. Et cette dette implique de ne pas les oublier, de ne pas oublier ce qui s'est passé. Mais la reconnaissance de la dette à l'égard du passé passe-t-elle par une restitution exacte des faits, ou plutôt par la puissance du témoignage? L'injonction du devoir de mémoire est-elle du même ordre que l'impératif du travail de mémoire historique? Or justement, ce que rappellent les historiens eux-mêmes, c'est que l'injonction morale du devoir de mémoire ne doit pas pour autant oblitérer le travail de mémoire. L'histoire est là pour élaborer une connaissance, pas pour faire de la morale. Il est nécessaire de confronter les sources et les documents, de travailler les hypothèses, afin d'éviter que s'installe une sorte de prêt-à-penser dogmatique. Or, la récupération sociologique du devoir de mémoire est un phénomène patent. C'est une façon, pour une communauté culturelle, de marquer sa spécificité, de rappeler son existence, de demander une reconnaissance, d'exiger une réparation. La revendication identitaire a au fait de prendre le pas
sur le devoir de mémoire. En délaissant l'empreinte pathétique universelle de l'expérience humaine pour une lutte conflictuelle particulière de reconnaissance face à d'autres identités. Malheureusement, la référence obligée du devoir de mémoire est toujours référence à une mémoire traumatisée. Elle vise les victimes, dans le cas où nous parlerions de la Shoah, les victimes de la déportation, les sévices de la guerre d'Algérie, par exemple, autre que la Shoah. Le génocide arménien, le génocide du Rwanda, etc., etc. Malheureusement, nous n'en manquons point. On pourrait y voir une forme de compassion, mais l'oubli est le plus souvent directement perçu, en fait, comme une menace ou une atteinte à une identité culturelle. En ce cas, le ressassement de la mémoire ne fait qu'exprimer une inquiétude identitaire. La mémoire réassurée dans les commémorations n'est là que pour ressouder une communauté, lui permettre de lutter contre l'oubli de son identité. Vous ne devez pas oublier les déportés, les Juifs, les Arméniens, plus tard les Harkis, les Tutsis. Il y a une vertu à la fois à ne pas oublier, à se souvenir. Il est essentiel de les utiliser pour devenir de meilleurs êtres humains. Certains postmodernes soutiennent que l'oubli est une bénédiction et que se souvenir est une entreprise dangereuse et coûteuse. Les individus et les sociétés n'ont une chance de progresser que dans la mesure où ils oublient ce qui s'est passé dans le passé et regardent vers l'avenir. Dans un monde où nous sommes exhortés à créer des millions de souvenirs instantanés uniquement pour être consommés et jetés le moment suivant, l'oubli semble être non seulement un fait, mais aussi une vertu qui peut nous aider à échapper aux horreurs du passé. Mais le peut-on vraiment? L'oubli est certes un trait humain fondamental. Avec le temps, nous oublions des choses. Et l'oubli nous aide à surmonter les moments de tristesse et de deuil. Pouvez-vous imaginer vivre la même intensité de chaque événement triste ou perte tragique qui vous est arrivé tout au long de votre vie? Il serait impossible de vivre, de nouer de nouvelles amitiés ou même d'écrire un nouveau mail. Nietzsche avait raison de dire que sans l'oubli, il est tout à fait impossible de vivre du tout. Oublier peut être une bénédiction. Il ne fait aucun doute, pourtant, que l'histoire a été manipulée pour justifier l'injustice et l'oppression. Les nazis en Allemagne et les fascistes en Italie ont utilisé l'histoire nationale pour créer des monuments de monstruosité idéologique. La violence nationaliste joue sur une lecture machiavélique de l'histoire. L'histoire peut être un outil dangereux, l'histoire ne manque pas de choses qui se sont terriblement égarées. Elle nous mettait en garde contre la répétition des mêmes erreurs de l'histoire, comme si rien ne s'était passé avant nous. À bien des égards, cela fait écho au célèbre dicton de George Santayana. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Mais Santayana n'a que partiellement raison. Ceux qui connaissent bien l'histoire peuvent aussi commettre d'horribles erreurs. Mais l'histoire peut aussi être une source de bien. Elle peut servir un objectif supérieur, au-delà de la politique opportuniste ou des stéréotypes culturels. Cela peut nous aider à dépasser nos perspectives égoïstes sur l'histoire collective et les valeurs partagées. De manière plus profonde, se souvenir de ce qui est essentiel peut nous aider à réaliser qui sommes-nous. La tradition intellectuelle hébraïque considère l'oubli et le souvenir. Shichecha et Zikaron comme deux traits humains clés qui nous permettent de réaliser notre humanité. L'humain est un être oublieux et le remède à cela est le souvenir, qui est assez intéressant, lié au souvenir et à l'invocation du divin. Ce que nous oublions, et je parle en tant que croyant, bien entendu, ici, c'est notre alliance avec Dieu et ce dont nous devons nous souvenir. C'est le lien qui sous-tend l'histoire du monde et qui finit
à nous obliger à reconnaître l'essence. Nous devons nous souvenir de ce qui est essentiellement bon d'une manière qui nous libère et nous enrichit, plutôt que de nous emprisonner. Les horreurs passées de l'histoire ne peuvent pas être totalement effacées de nos souvenirs, même si nous le voulions. Et il n'est pas nécessaire d'aller à de tels extrêmes. Plus près de notre époque, nous ne pouvons pas fermer les yeux, comme je l'ai déjà rappelé, sur les horreurs de la Shoah et des génocides multiples à la surface de notre petite terre. Malgré l'horreur et l'agonie que ces souvenirs apportent, nous devons nous en souvenir pour ne pas oublier ce qui est bon pour nous en tant qu'êtres humains faillibles. Certes, ce n'est pas une tâche facile, mais la clé est de se souvenir du mal sans être traumatisé et détourné par lui. Il faut de la force intellectuelle et du courage moral pour affronter le mal et ne pas en être touché, mais c'est la vraie tâche. Il est tout aussi important de se souvenir du bien, du noble et du beau, afin que nous puissions mener une vie de raison, de vertu, de justice, sans nous échapper dans un monde de rêves. Mes amis, lorsque vous connaissez votre histoire, vous êtes moins susceptibles d'être manipulés, d'être abusés. Je veux bien croire que des citoyens éduqués sont essentiels si nous voulons une démocratie saine. Cette dernière peut être détournée, remplacée par une dictature, n'importe quand, n'importe où, si jamais nous fermions les yeux et oublions notre histoire. Et je ne peux que nous dire, ne prenez jamais rien pour acquis. Continuez à apprendre. Ne prenons jamais rien pour acquis, mais continuons à apprendre. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une santé des mieux et des meilleurs et n'oubliez pas de vous faire vacciner. Il en va d'une responsabilité morale individuelle, mais aussi collective. Shalom, shalom.